Donc, Gilles Ramstein, il est chercheur dans le même laboratoire que moi, en fait. Il est le bureau juste en dessous du mien, ou presque. Donc, il travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, donc qui fait partie du CEA. Gilles, c'est un spécialiste des paléoclimats, donc les climats du passé, à toutes les échelles de temps. Il a écrit plusieurs livres grand public, et j'ai cru comprendre que sa dernière planche, ou presque, il ferait un peu de pub dessus. Donc, moi, je vous dis que les ouvrages sont très bien, mais pour les références, vous attendez la fin de son séminaire. Et d'autre part, l'autre chose que je trouve très importante chez Gilles, c'est qu'il a pris conscience que c'est très important de communiquer vers le grand public, et cette manière de communiquer vers le grand public, ça doit passer par les journalistes. Et donc il a monté une formation qui est destinée justement aux journalistes sur les affaires climatiques, et c'est une formation qui a aussi beaucoup de succès. Donc je le remercie pour ça, et donc restez, vous allez voir, ça va être super. Bon, merci beaucoup pour cette introduction, François-Marie. Je vous remercie d'être là nombreux. Bon, je remercie aussi François-Marie qui, dans le cadre de sa chaire, m'a invité. Et comme je suis le 7e, je sais que le niveau est quand même assez élevé. Donc la raison pour laquelle François-Marie m'a invité, c'est pour cet opus 7, c'est sur les paléoclimats. Et donc la seule chose que le Collège de France, je vois, n'a pas fait, alors que je l'avais expressément demandé, c'était de mettre des ceintures de sécurité, parce que dans l'heure qui vient, vous allez balayer 4 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Et pourquoi je vous fais faire ce voyage rapidement? C'est pour vous montrer en quoi, finalement, l'Anthropocène est quelque chose d'inédit. Alors vous connaissez tous cette phrase d'un ancien président, le climat a toujours changé, c'est vrai, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc la diapo suivante, ça vous montre qu'en fait, la structuration du climat sur Terre, elle est sur 4 temps, Enfin, la structuration naturelle du climat, elle est sur 3 temps, comme une valse classique. Tan, tadan. Et en fait, il y a un truc qui vient et qui fait que en fait, la structuration du climat aujourd'hui qu'on vit, elle est sur 4 temps. Le premier temps de cette valse, c'est un temps qui est très difficile à même élaborer dans sa tête, c'est le milliard d'années. Je vais vous montrer en quoi, qu'est-ce qui structure les changements climatiques sur la Terre à l'échelle de ces échelles de temps-là du milliard d'années. Forcément, la Terre, elle est jeune, elle a 4,6 milliards d'années, donc on n'a pas beaucoup de milliards d'années, et puis d'informations sur le climat à ces échelles de temps-là, on n'en a pas beaucoup. Donc ça va être une partie assez courte. Le deuxième échelle de temps, le deuxième temps de la valse, c'est la tectonique. Alors là, on passe du milliard d'années à la centaine de millions d'années. C'est un peu comme si vous étiez un extraterrestre et que vous veniez visiter votre temps tous les 10 millions d'années, et vous verriez des changements tectoniques. Les continents ne sont plus à la même place, il y a des calottes ou pas de calottes, il y a des détroits ou pas de détroits. Bon, c'est à peu près ces échelles de temps, la dizaine de millions d'années. Et puis, la troisième temps de la valse, c'est ce qu'on appelle le temps des paramètres astronomiques. C'est le fait que la Terre, au sommet de la Terre, elle ne reçoit pas toujours la même énergie. Et ça, c'est un truc qui fonctionne comme une horloge. C'est pour ça qu'on appelle cette échelle de temps l'échelle de temps des paramètres astronomiques. Et ça, je vous en parlerai à la fin, c'est le troisième temps de la valse. Et là, on rentre dans un temps de quelques dizaines de milliers d'années. Et en fait, l'Anthropocène, ce n'est pas une question de taux de CO2. La Terre, elle a connu des taux de CO2 bien plus élevés. C'est une question de fulgurance et c'est une question d'habitabilité. Et c'est ça le caractère inédit et dont je vous parlerai à la fin de l'exposé. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 temps qui se structurent et on va rentrer assez vite dans le premier temps. Mais avant, on va faire un tout petit détour pour regarder qu'est-ce qui se passe à côté de nous. Donc la diapo suivante, c'est Mars. Donc quand je demande aux gens, mais c'est quoi la différence entre Mars et la Terre, j'ai toujours plein de réponses qui ne sont jamais les bonnes. Du point de vue du climat, la grosse différence entre Mars et la Terre, c'est la Lune. Mais déjà, regardons Mars. Mars, aujourd'hui, c'est une planète qui a une atmosphère très ténue, c'est-à-dire 6 hectopascales, c'est-à-dire rien. Donc elle n'a pas de couverture chauffante comme nous ou comme Vénus. Et donc, en fait, on voit Mars. Vous regardez dans une lunette, vous voyez Mars, vous voyez la surface de Mars. L'atmosphère est très ténue, donc vous voyez directement. Et donc, comme elle n'a pas de couverture chauffante, il fait très froid la nuit, il fait très chaud le jour. Et voilà, c'est ce que vous voyez là. Et l'histoire climatique de Mars, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la Terre. Et ça n'a rien à voir avec la Terre à cause de la Lune. Ça, c'est un truc qu'on connaît assez peu, mais qui est une des grandes découvertes d'un physicien contemporain qui est toujours vivant, qui s'appelle Jacques Lascar, qui a montré que, en fait, le fait que notre planète, à nous, elle avait un satellite, la Lune, ça rigidifiait l'obliquité terrestre.
C'est-à-dire que l'axe entre les pôles et le plan de l'écliptique dans lequel la Terre tourne, il ne peut pas trop bouger. Bon, ce n'est pas le cas sur Mars. Ça, c'est ce que Jacques Lascar a calculé. Et la diapo que vous voyez là maintenant sous vos yeux, c'est une diapo qui vous montre comment cette obliquité, elle bouge sur Mars à l'échelle de millions, de dizaines de millions d'années. Alors pourquoi c'est important ça? Eh bien, c'est important parce que quand vous êtes sur une planète qui n'a pas une obliquité rigidifiée, elle va changer. Ça veut dire que les surfaces qui seront polaires vont complètement changer. Donc Lascar a montré ça, et un autre physicien contemporain, qui est aussi très connu, c'est la diapo suivante, François Forget, a utilisé ça avec un modèle martien. Donc il y a des modèles climatiques martiens, comme François-Marie vous a montré les modèles climatiques terrestres, et ces modèles climatiques martiens, quand on leur dit eh bien voilà, l'obliquité sur Mars, elle a changé, eh bien, ils trouvent que, évidemment, les calottes polaires, elles ont bougé, puisque les pôles bougent, les calottes polaires ont bougé aussi sur Mars. Et ça a été un truc vraiment extraordinaire, parce que François Forget, en utilisant dans son modèle martien les données de Lascar qui lui disent que l'obliquité a bougé, il montre que les paléoclimats sur Mars correspondent à des calottes qui bougent. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que Mars, comme je vous ai dit, on la voit à la lunette, et donc on voit des canyons sur Mars, et tout ça, dans l'imaginaire terrestre, ça fait penser à l'eau, alors qu'en réalité, les calottes, les surfaces striées martiennes sont principalement liées au fait qu'elles ont supporté des calottes de glace, donc elles sont comme certaines surfaces que vous pouvez voir près des glaciers, à Grenoble ou dans la région, striées. Donc le climat sur Mars aujourd'hui et avant, rien à voir avec le climat terrestre. Bon, très bien. Et notre planète, notre autre voisine, c'est la diapo suivante, Vénus. Alors là, il fait plus de 400 degrés à la surface. Contrairement à ce que vous croyez quand vous regardez le ciel, un beau ciel d'été, un petit point orangé, vous croyez que vous voyez Vénus, vous ne voyez pas Vénus. Vous voyez l'atmosphère extrêmement dense de Vénus qui renvoie les rayons du Soleil. Et c'est pour ça que vous voyez Vénus dans l'orange. C'est parce que les rayons du Soleil sont réfractés par une atmosphère extrêmement dense, pleine de gaz à effet de serre, ce qui fait que sur la surface de Vénus, il fait 400 degrés. La diapo suivante, et maintenant on va rester là pour tout le reste de l'exposé, c'est nous. Alors grâce aux satellites, tout ça, on voit la Terre, elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle a un océan, et cet océan, elle a depuis 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire très tôt, et elle ne l'a pas perdu. Et il y a de la vie depuis 3,7 milliards d'années connue, dans l'océan d'abord, et ça aussi, on ne l'a pas perdu. Bon, ça s'est échangé, mais on ne l'a pas perdu. Et qu'est-ce qui fait que, sur des périodes de temps aussi extraordinaires, la Terre soit toujours restée habitable? Alors, ça ne veut pas dire que le climat a toujours été le même, mais ça veut dire qu'on n'est jamais parti, ou presque jamais parti, en vrille, comme sur Mars, où il fait très froid, ou par contre, ou dans l'autre sens, comme sur Vénus. Et donc là, quand on est face à ça, et c'est ce qui fait ma vie de chercheur, hein, c'est de comprendre, mais c'est quoi les régulations qui ont permis l'évolution darwinienne et, in fine, ce que je vous parle aujourd'hui. Donc c'est ça, et je vais vous expliquer ces régulations-là et pourquoi nous, avec l'Anthropocène, dans notre situation-là, on va modifier gravement ces régulations. Donc le premier temps de la valse, je vous l'ai dit, il est assez court, c'est le temps du milliard d'années. Sur ce temps-là, le paramètre forçant, ça veut dire quoi le paramètre forçant? C'est un peu du jargon. C'est-à-dire le paramètre important, celui dont la variation va profondément modifier le climat de la Terre. Donc le facteur forçant, c'est vraiment le Soleil. Alors la diapo suivante, ça vous montre l'évolution du Soleil. Le Soleil, la lumière solaire qui nous arrive, c'est 99% de l'énergie. L'énergie qui vient de la Terre, c'est rien, du point de vue de l'énergie disponible. Et donc, en fait, l'évolution du Soleil, elle est fondamentale à comprendre pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur Terre, à ces échelles de temps-là. Or, le Soleil, il y en a plein, on n'a qu'un Soleil ordinaire, on connaît très bien l'évolution du Soleil, et c'est la diapo suivante. Le Soleil est un élément extrêmement compliqué. Quand vous regardez un beau coucher de Soleil, c'est magnifique. En fait, ce que vous voyez, c'est un réacteur nucléaire qui disparaît à l'horizon, hein. C'est juste ça. Et donc, on sait très bien comment ça fonctionne, le Soleil, et donc on voit là que vous voyez que l'évolution normale d'un Soleil ordinaire comme le nôtre, c'est d'augmenter sa luminosité de 7% par milliard d'années. Bon, ça se termine de façon très non linéaire par une explosion de géante rouge, mais ça, on a le temps de voir, ce n'est pas l'objet de cet exposé. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on est à 4,6 milliards d'années, 7% par milliard d'années. Quand le système solaire s'allume, le Soleil est un jeune Soleil, un peu blafard, un peu blême, pas capable
de produire une luminosité suffisante pour qu'on soit hors d'eau et en glace. Toute chose égale par ailleurs, avec ce Soleil-là, à 4 milliards d'années, la Terre, elle devrait ressembler à ça. Je vous montre ça parce que parfois les gens se disent « Ouais, ça c'est des hypothèses de chercheurs, dans son bureau, ça n'existe pas. » Ça existe parfaitement. Hein. Des corps glacés, on en a dans notre système solaire. Là, je vous montre en cela d'un satellite de Saturne. Donc la Terre aurait dû, les premiers milliards d'années, toute chose égale par ailleurs, être glacée. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du Soleil jeune. Or, on a plein de données, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais qui montrent que non seulement il y avait des océans, mais que ces océans étaient chauds. Alors ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, ce n'est pas vrai. Hein. Il y a forcément quelque chose qui a bougé. Et ce qui a bougé, bon maintenant, comme pour revenir à un célèbre animateur Lucien Jeunesse, c'est une question verte, qu'est-ce qui a bougé dans le système? Voilà, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui a bougé dans le système qui fait qu'on a échappé à une terre boule de neige pendant des milliards d'années? Le voici, le voilà, c'est le diapo suivant. La diapo suivante, ça vous montre que dans l'atmosphère terrestre, il y a 2 gaz à effet de serre qui sont servis de couverture chauffante, 2 gaz à effet de serre qui sont d'ailleurs les vedettes de l'Anthropocène, le CO2 et le méthane. Alors, pourquoi il y avait beaucoup de CO2 et de méthane et pourquoi leurs propriétés de gaz à effet de serre nous ont protégés, et pas une seconde, pas 100 ans, pas 1000 ans, nous ont protégés pendant des milliards d'années? Pourquoi ça a permis à de l'eau liquide, donc à avoir une température de surface hors d'eau, c'est-à-dire au-dessus de 0 degré? Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un avion qui a 2 réacteurs. Le premier, c'est le CO2, le deuxième, c'est le méthane. Je vais le faire très vite, parce que sinon, il me faudrait 2 heures. Ces réacteurs-là nous aident. Ils chauffent l'atmosphère et ils ont un effet de serre suffisant. Ils sont suffisamment denses dans l'atmosphère terrestre primitive pour nous aider. Alors, pourquoi? Alors le CO2, j'y reviendrai, parce que là c'est facile à comprendre et à modéliser, et je parlerai beaucoup moins du méthane. Donc le CO2, pourquoi il est important? C'est vraiment comme une baignoire. Il faut comprendre qu'il y a une source, c'est-à-dire quelque chose qui émet du CO2 dans notre atmosphère, et quelque chose qui en retire. Alors la source de CO2 à l'échelle géologique, c'est les volcans. Et au début de la Terre était chaude, quand elle s'est accrétée, il y avait énormément d'activité volcanisme, le CO2 était élevé. Et le CO2 est élevé, et le puits du CO2, ce qui retire du CO2 à l'échelle géologique, c'est ce qu'on appelle l'érosion silicatée. Ça ne vous dit pas grand-chose, je vais vous l'expliquer de façon très facile. Lorsqu'il se met à pleuvoir, les gouttes d'eau traversent la colonne atmosphérique, elles se chargent en CO2, quand elles tombent sur des roches, elles les érodent. Quand ces roches contiennent du silicate, dans les réactions chimiques qui vont se produire dans l'érosion silicatée, eh bien, dans la suite de réactions chimiques qui va se produire, on va emprunter, et prendre d'ailleurs, une molécule de CO2 à l'atmosphère pour faire des carbonates. Ces carbonates vont aller dans les rivières vont aller dans la mer, ces cellules vont se déposer au fond des océans, elles vont être subductées, et donc en fait, le puits de CO2, ce qui retire du CO2 atmosphérique à l'échelle géologique, c'est l'érosion silicatée. Bon, très bien. Et ça, j'y reviendrai, et je vais vous expliquer pourquoi ça va bouger. Le méthane, sur Terre, c'est beaucoup plus compliqué. Le méthane, contrairement à Titan, par exemple, le méthane sur Terre, il est d'origine biologique. Pas de vie sur Terre, pas de méthane. Alors que ce n'est pas vrai pour la tecto, par exemple. Donc, la source du méthane, c'est la vie. C'est le vivant. Alors, pourquoi il y avait beaucoup de méthane au début sur Terre? Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, et pourtant il y avait de la vie, et ça, peu de gens le savent, mais la Terre, elle est restée anoxique très longtemps, 2 milliards d'années. Le grand événement d'oxydation, c'est 2,4 milliards d'années. Donc, on avait un méthane qui donc n'était pas oxydé, donc pouvait rester dans l'atmosphère, qui était produit par le vivant. Et c'est quoi aujourd'hui la principale puits de méthane? C'est son oxydation dans une atmosphère oxyque. Le méthane, ça dure 10 ans, quoi. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc, au début de l'histoire de la Terre, on avait beaucoup de CO2 et beaucoup de méthane. Et ces 2 couvertures chauffantes nous ont protégés pendant, je vous l'ai dit, des milliards d'années. Il y a eu 2 accidents. C'est la diapo suivante. Premier accident, c'est quand le méthane s'est écroulé. Alors ça, je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que c'est hors de portée pour moi, du point de vue de ce que je sais faire. Il y a un deuxième grave événement, c'est lorsque le CO2 s'est écroulé. Alors, la diapo suivante, c'est une diapo d'un très grand physicien américain qui s'appelle Jim Casting, qui a fait un petit diagramme, un petit croquis qui explique l'évolution de ces gaz. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ce croquis? Vous voyez que, en fait,
au moment du grand événement d'oxydation, quand l'oxygène a enfin percolé dans l'océan, dans l'atmosphère, il y a eu un grave accident. Effectivement, la vie qui était là a disparu. Les archéméthanogènes ont disparu parce que pour elle, l'oxygène était un poison. Donc les producteurs de méthane se sont effondrés. Baisse du méthane, première trace de grande glaciation terrestre. Et du coup, puisqu'on perdait une couverture chauffante, premier grave accident. Pourquoi je vous dis que je ne peux pas trop vous parler de ça? C'est parce que ça s'est produit il y a plus de 2 milliards d'années, et moi, je ne sais pas où sont les continents, où sont les océans, je ne le sais pas. Il y a 2 milliards d'années, j'ai un horizon pour ça, de reconstruction de la tectonique des plaques, qui a à peu près 1 milliard d'années. Et donc, je ne peux pas tellement aller au-delà. Par contre, l'accident suivant, là, vous voyez une très grave baisse du CO2, qui s'appelle la Terre boule de neige, ça, et les glaciations protérozoïques, je vais pouvoir vous en parler. Donc, on va rentrer maintenant, on va quitter le premier temps de la valse, donc c'est un temps très lacunaire, sur lequel on sait qu'il y avait des océans. D'ailleurs, notre planète Terre, ça a été une planète essentiellement aquatique le premier milliard d'années, et puis les continents ont commencé à faire leur apparition vers 3,2 milliards d'années. Et donc, toute cette période-là, c'est une période, en fait, où on sait reproduire les grands événements, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe du point de vue très fin. On va donc rentrer dans le deuxième temps de la valse, qui va être plus long. Alors, le deuxième temps de la valse, c'est la tectonique, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait extraordinaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre planète qu'on connaît sur laquelle il y a de la tectonique, et c'est quand même assez fondamental. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental pour le climat terrestre. Alors, vous vous dites, ouais, bien sûr, il a raison, la tectonique des plaques, ça change la position des continents. Donc, évidemment, les continents n'ont pas le même climat en fonction de la latitude et de la distribution des continents, donc il y a un effet direct. Mais ce que surtout je vais vous montrer, moi, c'est l'effet indirect et pourquoi la tectonique des plaques va piloter le CO2 atmosphérique à l'échelle géologique. Donc, la tectonique des plaques, c'est essentiellement le fait que les continents se baladent sur la lithosphère, ils s'accrètent et font un supercontinent. Le dernier, c'était la Pangée, il y a 250 millions d'années, et puis ils s'éparpillent, et puis ils s'accrètent. Ce qu'on appelle les cycles de Wilson. Le dernier supercontinent, c'était il y a 250 millions d'années. Les cycles de Wilson, en gros, c'est 500 millions d'années. Donc, si vous vivez assez vieux, vous verrez le prochain supercontinent dans 250 millions d'années. Mais en attendant, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. On voit très peu d'ailleurs de choses, même au cours d'une vie de déplacement tectonique, c'est quelques centimètres sur la plaque sur laquelle vous êtes. Donc, c'est des choses qui nous échappent totalement. La plus grande découverte du siècle dernier, du point de vue de la compréhension du climat, c'est le fait d'avoir répondu à cette question, qui est la diapo suivante, c'est est-ce qu'il s'est quand même produit dans la vie de la Terre, sur ces 4,6 milliards d'années, un grave accident? Il y en a eu 2, je vais vous parler que du dernier. Oui, il y a eu un très grave accident, ce qu'on appelle la glaciation néoprotérozoïque, c'est-à-dire il y a eu un moment où, en fait, le Soleil donc, il monte en puissance, les gaz à effet de serre baissent, et il y a eu un moment où il y a eu une ratée dans le système, et ce système qui est quand même extrêmement bien régulé, s'il y a de la vie darwinienne, c'est parce qu'il y a des régulations à long terme, ce système qui est extrêmement bien régulé va se casser la gueule. Alors, la diapo suivante, elle vous montre une chose dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais vous répéter parce que c'est vraiment important. Elle vous montre le cycle du carbone à l'échelle géologique. Le cycle du carbone à l'échelle géologique, c'est des volcans qui émettent du CO2 et de l'érosion silicatée qui absorbe. Et ce terme « puits », évidemment, il dépend de la tectonique des plaques. C'est très facile à comprendre, je vous l'explique. Imaginez que tous les continents sont en position polaire. Une configuration où tous les continents sont en position polaire ou subpolaire. Alors vous allez me dire, il fait extrêmement froid. Ah, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose. Il fait extrêmement froid, mais il fait extrêmement aride. Quel est le plus grand désert du monde? Ce n'est pas le Sahara, c'est l'Antarctique. Donc il fait extrêmement froid, extrêmement aride. Extrêmement aride, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il n'y a pas d'érosion silicatée. Le puits de CO2 ne fonctionne pas. Le CO2 s'entasse dans l'atmosphère. Donc il fait froid, mais cette régulation par le CO2 fait que pas si froid que ça, en fait. Inversement, tous les continents sont en position équato-tropicale. Là, il pleut énormément. Il fait chaud, mais il pleut énormément. Et donc l'érosion silicatée, le puits joue à fond. Et ça, c'est ce qui va se passer au néoprotérozoïque il y a 700 millions d'années. Les continents, ils dansent sur la lithosphère, ils se rassemblent, ils s'éclatent et ça recommence. Il s'est trouvé que là, les continents s'étaient assemblés sur le précédent supercontinent qui s'appelait Rodinia, qui était en position équatoriale, un gros continent qui débordait sur les tropiques.
Et là, il est en position tropicale, il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'érosion. Donc le puits fonctionne pas mal, mais il ne fonctionne pas tant que ça. La preuve, l'Australie, à l'intérieur, c'est un désert. C'est un peu pareil pour la Rodinia. Il pleut énormément, mais sur les côtes, et toutes les zones ne sont pas érodables, donc ça va. Malheureusement, il se casse avec des plaques qui vont rester dans le domaine tropical. Et là, ça va être la catastrophe. Donc je vous montre les résultats d'un modèle. Alors ce modèle qu'on a utilisé, c'est un modèle climatique qui s'appelle FOAM, qui est un modèle un peu plus simplifié, mais tridimensionnel, exactement celui cohérent avec ceux que François-Marie a montré. Et aussi, on a couplé ce modèle avec un modèle de carbone qui s'appelle Géoclim à l'échelle géologique, qui calcule le CO2, c'est un problème de baignoire, source et puits, en fonction de la position des continents. Donc là, ce que vous voyez, c'est il y a 800 millions d'années. Bon, je fais une assez mauvaise speakerine, mais enfin, en fait, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est un peu comme la climatologie il y a 800 millions d'années. Bon, vous voyez des continents que vous ne reconnaissez pas. C'est la Rodinia, qui, je pense, est en noir, qui est au centre, donc un énorme continent bien centré. Vous voyez que les températures qu'on trouve en température moyenne globale, elles sont de l'ordre de 12 à 14 degrés, donc pas tellement différentes de ce qu'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de continent en position polaire, donc il n'y a pas de calotte de glace, donc en fait, ce n'est pas tellement surprenant. Et par contre, le CO2 qu'on calcule, il est à peu près vers 1800 ppm, donc très élevé. Et maintenant, on est 50 millions d'années plus tard. Le continent s'est fracassé, mais au lieu de partir dans n'importe quelle direction, les plaques sont restées en domaine tropical. Alors là, ça change beaucoup de choses, parce que les plaques sont petites, toutes les surfaces sont érodables, ce n'est pas comme avant, quand on avait un supercontinent où le centre demeurait sec. Et donc, c'est la configuration optimale, si vous voulez, géologique, pour que le puits fonctionne à mort. C'est ce qui se passe, c'est la diapo suivante. Le puits fonctionne à mort, et du coup, on passe d'une situation chaude à une situation extrêmement froide, et à une situation tellement froide que la couverture chauffante qui nous reste, le CO2, il y a 700 millions d'années, ce n'est pas tellement loin, je vous ai dit 7% par milliard d'années, donc le Soleil, c'était quasi aujourd'hui, il était juste 6% plus faible, donc normalement, on était sorti d'affaires, on n'a plus tellement besoin de couverture chauffante. Et bien la couverture chauffante qui nous restait, elle tombe. Du coup, les températures tombent en dessous de zéro, et effectivement, la Terre étalée est devenue une boule de glace. Et à la fin du siècle dernier, on a pu montrer combien de temps ça durait, combien de phases on avait, et donc, effectivement, ça s'est produit. Alors, la diapo suivante, là, je vais aller vite, mais c'est quand même intéressant. Pourquoi elle n'est pas toujours glacée, la Terre ? C'est comment on sort d'une boule de glace ? Alors, je raconte cette histoire parce qu'on raconte toujours l'histoire une fois qu'on a compris. On raconte rarement comment ça s'est passé. Mais j'adore raconter cette histoire. Il y avait un géologiste anglais extrêmement brillant qui s'appelait Harland, qui, sur le terrain, il a vu sur des milliers de kilomètres des thylites. Et les thylites, c'est des petits minéraux qui montrent la présence de calottes de glace. Donc Harland, qui était loin d'être un imbécile, il dit il y avait des calottes de glace au pôle, à l'équateur, c'est que la Terre devait être complètement glacée. C'était dans les années 60. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les vieux là, mais il y avait deux blocs à l'époque, l'Est et l'Ouest. Donc Harland, il va vers les meilleurs modélisateurs de l'époque à l'Est et à l'Ouest. À l'Est, c'est quelqu'un qui s'appelle Boudico, qui est à Leningrad, et à l'Ouest, c'est Sellers, je crois qu'il était australien. Et il va voir ces deux-là et il leur propose, il leur dit, voilà, moi j'ai la preuve qu'il y a eu des calottes de glace. Et ces deux personnes, de l'Est et de l'Ouest, ont le même discours, ils lui disent, écoutez mon petit monsieur, c'est très intéressant, mais si la Terre avait été englacée, pour sortir, il faut attendre qu'il y ait suffisamment d'énergie. L'énergie, c'est le Soleil, et donc 7% par milliard d'années, vous faites un calcul, vous voyez qu'il faudrait 2 milliards d'années pour sortir de là, c'était il y a 700 millions d'années, il y a un problème, non ? Et c'est là qu'on voit la force de conviction des modélisateurs, c'est que le Harland, il remise ces données, alors qu'il a raison. Et dans les années 90, on monte par plein de possibilités qu'effectivement, il y a eu un englacement très, très, très important, qu'on appelle la snowball Earth, qui a duré des dizaines de millions d'années. Et à la fin des années 90, il y a deux physiciens américains qui disent « Ouais, non, mais attends, c'est pas le Soleil qui nous fait sortir, évidemment. C'est encore lui, c'est le CO2. » Et pourquoi ? Imaginez une Terre qui devient toute glacée. Elle a un albédo, un pouvoir réfléchissant énorme. Donc pour la déglacer, il faut pas mal d'énergie. Le Soleil, ça va le faire, mais il faut du temps. Par contre, ce qui se passe, c'est que pendant que la Terre est glacée, la Terre continue d'émettre, de faire du volcanisme, ça ne change rien. Donc,
que devient le CO2 ? Le CO2, il s'entasse dans l'atmosphère. Il s'entasse, et on peut montrer qu'avec les volcans actuels, les missions actuelles du volcanisme, en quelques millions d'années, vous avez suffisamment de CO2 dans l'atmosphère pour tout déglacer. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on sort de là. Et c'est pour ça qu'Arland avait raison. Mais à l'époque, c'est dans les années 60, personne n'avait compris que le mécanisme de sortie, ce n'était pas le Soleil. C'était encore une fois le CO2. La diapo suivante, elle vous montre pourquoi il faudrait me réinviter une autre fois. C'est parce qu'en fait, cette histoire de Snowball Earth, telle que je vous l'ai décrit, une Terre complètement fermée, tout ça, ça ne marche pas bien. Il y a plein de raisons pour expliquer que ça poserait des problèmes. Et en fait, il y a effectivement un englacement global, mais il faut répondre à plusieurs questions qui sont assez fondamentales et qui font qu'en réalité, on a eu un épisode glaciaire qui a duré des dizaines de millions d'années, mais qui n'a pas été complètement classé au sens où il y a toujours eu des trous. D'ailleurs, il y a des points chauds sur Terre qui font qu'il y a toujours des endroits où il y a de l'eau liquide. Et c'est en comprenant ça, une snowball avec des zones libres d'océan, qu'on peut comprendre pourquoi ça a duré autant de temps et qu'on peut expliquer beaucoup de paradoxes. Mais là, on va quitter cette période-là, qui est quand même tectoniquement vraiment importante, parce que ça explique plein de choses, de rapport entre le CO2, la tectonique et le climat. Et on va toujours continuer dans le deuxième temps de la valse, mais je vais vous montrer d'autres exemples qui sont intéressants aussi. Donc on avance dans le temps, et là, je vais vous dire un truc que vous ne savez peut-être pas, mais on vit dans un monde froid. Le Quaternaire, depuis 2 millions d'années, c'est un monde froid, c'est un monde géologiquement où il y a 2 calottes de glace, une au sud, une au nord. Le CO2 est extrêmement faible par rapport à la vie de la Terre, c'est une période froide. Et la diapo suivante, ça vous dit que 75% de l'histoire de la Terre, c'est des périodes sans calottes de glace. Et sur ce qu'on appelle le phanérozoïque, c'est-à-dire les 540 millions d'années, pourquoi 540 millions d'années ? Parce que ça correspond à l'explosion cambrienne, c'est-à-dire pour nos paléos, le moment où on a des vestiges du vivant, comme capacité d'avoir des proxys du climat. Donc depuis 540 millions d'années, à votre avis, ce qui faisait plus chaud, plus froid, il faisait bien plus chaud, et la plupart du temps, il n'y avait pas de calotte de glace. De façon un peu caricaturale, je dis que les dinosaures, quand même, 210 millions d'années, 65, ils n'ont quasiment pas vu d'épisode où il y avait des calottes de glace. Et nous, les humains, nous, les Homo sapiens, les australopithèques, les grands singes, on a vécu dans un climat où il y avait au moins la calotte de glace antarctique. Donc, en fait, on est en train de faire une expérience qu'on appelle l'Anthropocène dans un monde froid. Ça, c'est très important, je reviendrai là-dessus. Je vais vous montrer ensuite un petit dessin animé que je vais vous expliquer avant que Béatrice ne le lance. Donc là, vous allez voir les changements tectoniques des 250 derniers millions d'années. Je vais faire passer le film peut-être 2 fois, ça commence 250 et puis ça décrémente. Ce que vous allez voir, donc 250 millions d'années, vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était presque le moment où il y avait un continent unique. Ce continent va se casser en plusieurs morceaux. Regardez bien ce qui va se passer. À la fin, vous allez reconnaître, mais au début, vous ne reconnaissez rien. Vous allez voir la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Vous allez voir l'Antarctique qui va se mettre en position polaire. Regardez bien quand est-ce que l'Antarctique se met en position polaire. Vous allez voir le voyage complètement incroyable que fait la plaque indienne qui dépose Madagascar et qui vient s'encastrer dans l'Asie. Donc c'est parti. Donc, ça, évidemment, c'est fondamentalement important pour le climat. Prendre en compte la position de ces continents, la position des océans, la bathymétrie, les détroits, tout ça, tous ces aspects tectoniques sont fondamentaux pour comprendre les climats de ces périodes-là. Donc là, je vous montre les 250 derniers millions d'années. Et ben, les 250 millions d'années, ça correspond à des climats qui vont du Permien, des climats extrêmement chauds, au Crétacé, qui sont des climats chauds, à des périodes un peu plus froides qu'on connaît maintenant au Quaternaire. Donc c'est vraiment très important, c'est le forçage principal, et je vais vous montrer 2 exemples qui correspondent à l'évolution des hommes et des ancêtres de l'homme. Mais avant ça, juste encore un petit écart. Si vous vous mettez ne serait-ce que 100 millions d'années en arrière, au Cénomanien, il y a 100 millions d'années, c'est-à-dire la pleine période des dinosaures, en fait, tectoniquement, vous avez à ce moment-là, les continents sont éclatés, les niveaux marins est haut, les continents sont assez séparés, le climat est très uniforme, la cellule de Hadley qui transporte de l'équateur vers les tropiques de l'énergie est beaucoup plus large. Et ce que vous voyez sur cette diapo, c'est qu'on voit des végétations tropicales aujourd'hui, qu'on peut reconnaître qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de soleil, à 45 degrés nord et sud. Donc on a un climat, il y a 100 millions d'années déjà, beaucoup plus uniforme, avec un gradient équateur-pôle beaucoup plus faible qu'aujourd'hui.
En particulier, il y a 100 millions d'années, il n'y a pas de calotte de glace. Est-ce que quelqu'un a fait attention à ce détail qui est que quand est-ce que l'Antarctique se met en position polaire dans le film qu'on vient de voir là? C'était il y a 100 millions d'années. Et je vous dis, l'Antarctique est en position polaire, il n'y a pas de calotte de glace. Oui, il n'y a pas de calotte de glace. L'Antarctique va rester en position polaire sans calotte de glace de 100 à 34 millions d'années. Pourquoi? Parce que le CO2 est trop élevé et que toute la neige qui tombe l'hiver fond l'été. C'est quand le CO2 diminue suffisamment que l'Antarctique va se mettre à devenir une calotte de glace. Voilà, donc là, il faut que je me suis un peu perdu sur la diapo, juste là, sur laquelle je suis là. Température moyenne du globe. Voilà, donc au Cénomanien, il y a 100 millions d'années, on a un climat qui est quand même très différent, et je vous le montre là. Là, c'est le gradient équateur-pôle. Alors, vous voyez des espèces de moustaches. La moustache du haut, qui est très épaisse, c'est le gradient entre l'équateur et les pôles au Cénomanien. Alors, vous voyez qu'en fait, pourquoi la moustache est épaisse? C'est parce que, comme François-Marie a dit, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile d'avoir des données très précises. Donc la moustache, elle est épaisse. N'empêche que la moustache, elle n'est pas tombante comme la nôtre. Elle est relativement plate. Parce qu'il n'y a pas de calotte de glace, et donc le gradient équateur-pôle est beaucoup plus plat qu'aujourd'hui. En dessous, vous voyez le nôtre, avec des moustaches vraiment très tombantes, et puis un trait beaucoup plus fin, puisque là, on a des données qui nous permettent de savoir. Donc vraiment, même il y a 100 millions d'années, c'est déjà un climat très différent. Donc on n'a pas besoin de remonter beaucoup dans le temps pour trouver des différences colossales. Et maintenant, je vais arriver à un moment où on s'approche un peu de l'Anthropocène, au sens où on va commencer à parler des ancêtres de l'homme. Donc cette diapo-là, c'est vous, c'est moi, mais il y a à peu près 25 millions d'années. Donc il y a 25 millions d'années, ça on le sait, c'est le berceau de l'humanité, c'est les premiers grands singes, les gorilles, les chimpanzés. Et ils vivent en Afrique tropicale, ils sont tranquilles. Et pourquoi moi je vais pouvoir dire des choses de ces gens-là? C'est parce que, en fait, ces gens-là, ils sont, contrairement à nous qui avons été capables de faire Las Vegas, ils sont inféodés aux forêts tropicales. Ils ont besoin de fruits toute l'année. Et moi, avec mes modèles, un modèle de climat et un modèle de végétation, je peux peut-être expliquer la dispersion de ces grands singes. Alors je vais vous montrer à quel point on a été vraiment, on est en train de le redevenir, pas pour les mêmes raisons, inféodé au climat. Donc la diapo suivante, ça vous montre que depuis, alors là on remonte dans le temps, depuis 30-40 millions d'années, la température, ça c'est l'oxygène 18, c'est un marqueur de la température baisse. La température baisse et en gros il y a 34 millions d'années, apparition de la calotte antarctique, il y a 3 millions d'années, apparition de la calotte groenlandaise, et le CO2 aussi baisse. Et les deux baissent de concert. Mais il y a un moment, au milieu du Miocène, il y a 17 millions d'années, où pour des raisons tectoniques, inversion. Le CO2 remonte, et dans ces conditions-là, on va voir que cette remontée, cet événement qu'on appelle le Mid-Miocène Climate Optimum, va permettre pour la première fois à ces grands singes de sortir de leur petit berceau, où ils étaient tranquilles, d'Afrique tropicale. Donc la diapo suivante que vous voyez là, c'est le registre fossile. Donc moi, j'ai été contacté par un gars qui s'appelle Michel Brunet, donc tout le monde pensait qu'il était à l'ouest, parce qu'il s'est mis à chercher près du lac Tchad, et ça, je vais vous expliquer pourquoi toute cette affaire est globalement climatique. Donc, ce que vous voyez là, c'est le registre fossile, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve surtout des dents, un peu des os, parfois des crânes de grands singes. Donc vous voyez qu'il y a 25 millions d'années, on n'en trouve que dans la zone africaine tropicale. À 17, ils arrivent en Europe. En fait, il fait beau, ils tentent une sortie, les forêts tropicales se sont développées, ils sortent d'Afrique, ils sont curieux. Mal leur en prend parce que le climat va continuer à baisser, à se dégrader. Donc beaucoup rentrent en Afrique et un certain nombre d'entre eux vont rester en Asie jusqu'au sud-est asiatique où ils sont aujourd'hui. Et vous voyez que ce grand voyage, cette grande saga, donc ça part du berceau africain, ensuite ils vont en Europe et puis ils se replient petit à petit jusqu'à arriver dans le sud-est asiatique. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire de façon, avec des recherches pluridisciplinaires, travailler ensemble. Donc nous, on a utilisé des modèles. On a utilisé un modèle du Mid-Miocène avec la paléogéographie du Mid-Miocène et on s'est dit, voilà, on va générer le climat et on va générer la végétation et on va voir si effectivement les modèles sont capables de reproduire l'extension des forêts tropicales jusqu'en Europe, jusqu'au sud de l'Europe à cette époque-là. Donc la première chose que je vous montre là, c'est les résultats en termes de climat. Alors je m'excuse, cette diapo est un peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer, c'est quand même pas très difficile. En haut, vous voyez des résultats en termes de température, en bas, en termes d'évaporation et précipitation. Ce que vous voyez en haut, sur la figure de gauche, je pense,
ou de droite, c'est la température. Et vous voyez qu'au mid-Miocène, quand le CO2 remonte vers 560 ppm, à peu près le double de ce que c'est normalement, eh ben, effectivement, il fait plus chaud. Ça, c'est sûr, il fait pas mal plus chaud. On s'y attend. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans la paléogéographie du mid-Miocène, dans ces zones-là, quand vous regardez le cycle saisonnier, ben, le cycle saisonnier est sérieusement amorti. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Il est amorti parce que la paléogéographie le permet, mais c'est vachement important, parce que pour qu'il y ait des forêts tropicales, il ne faut pas qu'il y ait un gradient saisonnier qui fasse que l'hiver, on passe en dessous de zéro. Donc, première chose, il fait chaud. Deuxième chose, le gradient de température est sérieusement amorti. Et troisième chose, la paléogéographie, la paléobathymétrie permet beaucoup d'eau. Donc il y a beaucoup de précipitations, c'est ce que vous voyez sur les planches du bas, et beaucoup d'évaporation. Et quand vous forcez un modèle de végétation qui a été conçu pour bien représenter la végétation du mid-Miocène, qui s'appelle Caraïbes, qui est un modèle assez complexe de végétation, vous le forcez avec le résultat d'un modèle climatique tridimensionnel, vous obtenez ça, c'est la diapo suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, vous montrez que c'est bien ce qui s'est passé. Il y a eu au mid-Miocène Climate Optimum la possibilité, l'extension de forêts tropicales. Bon, ça, on le sait pas grâce au modèle. D'ailleurs, je ne ferai pas une confiance infinie là-dedans, mais on sait grâce au pollen. On sait, grâce aux gens qui travaillent en palynologie, que ça correspond à des phases d'extension de mousson et de pollen qui correspondent à des forêts tropicales pour cette période-là. Et donc, vous voyez qu'en fait, les modèles le montrent, et montrent qu'en fait, cette possibilité de sortir d'Afrique pour les grands singes, elle est essentiellement liée à la tectonique et au climat, et on peut l'expliquer comme ça. Donc maintenant, on va passer à un autre exemple, et puis on va arrêter sur ce deuxième temps de la valse. L'autre exemple, il est beaucoup plus proche de nous. Quand les climats changent, je vous ai beaucoup parlé des continents, mais en fait, quand les continents bougent, évidemment, les bassins océaniques aussi. Si vous étiez un extraterrestre et que vous regardiez, vous veniez visiter votre tente il y a à peu près 35 millions d'années, 40 millions d'années, vous verriez une immense mer, la Méditerranée, c'est 1/5 de ça, même pas, une immense mer sur tout l'Est européen et toute l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire que Budapest, Bucarest, tout l'Est européen est sous l'eau, et c'est pareil pour toute l'Asie de l'Ouest. Vous avez une immense mer là, qui s'appelle la Parathétis, et cette Parathétis, elle va se rétracter entre 35 et 7 millions d'années, et ça va complètement changer le climat. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Moi, j'avais travaillé surtout sur l'Inde, mais j'ai eu un collègue chinois qui était plus intelligent et qui lui a regardé ce que cette rétraction impliquait du point de vue africain. Et donc, il a pris des modèles tridimensionnels et il a changé ce qu'on appelle les conditions limites, c'est-à-dire qu'il a dit au modèle, fais gaffe, tu as une mer qui est en train de se rétracter, dis-moi ce que ça change du point de vue du climat. Et le résultat principal et le plus spectaculaire, c'est pour ça que ce papier a été publié dans une grande revue, c'est qu'il montre comme ça qu'effectivement la rétraction de cette immense mer a des conséquences très importantes sur la rédification de l'Afrique du Nord, et en particulier sur l'émergence du Sahara. Le Sahara, jusqu'à peu près le Tortonien, c'est-à-dire la fin du Miocène, il était vert. Et là, le Sahara va devenir vraiment un désert. Et ce que vous voyez là, sur cette diapo-là, c'est qu'on tienne en compte l'évolution du CO2 ou qu'on ne le tienne pas en compte. Quand on regarde les précipitations qu'on calcule dans cette zone-là, on voit qu'on passe, à la fin du Miocène, à un Sahara jaune, c'est-à-dire à une baisse très très marquée des précipitations. Donc ce n'est pas un effet du CO2, c'est vraiment un effet de la tectonique. Donc ça, c'était tout à fait cohérent avec la datation des dunes qui faisait remonter le Sahara à peu près à 7 millions d'années. En fait, ce truc-là a été publié comme ça, mais dans cet article, il y a une figure qui est beaucoup plus importante, que je vous montre maintenant, mais qui est passée plus inaperçue. Quand vous avez une grande mer comme ça, épicontinentale, c'est facile à comprendre que les étés vont être plus doux et les hivers aussi. Pourquoi ? Parce qu'à cause de cette grande mer, en Europe, en Asie, en Afrique, on aura toute une zone qui sera beaucoup moins chauffée. Au fur et à mesure que cette mer va se rétracter, on va avoir une énorme surface continentale qui va émerger, et cette fois-ci, l'été, ça va chauffer énormément, l'hiver, ça va refroidir énormément, et tout ça va avoir un aspect très très important pour le climat des derniers millions d'années, c'est qu'on vit dans un climat de mousson, avec des précipitations qui sont liées au gradient entre le continent et les océans. Et ce diagramme-là vous montre qu'avant, quand on est dans un climat avec une grande tétis, on avait des moussons beaucoup plus faibles, et que quand on est dans une petite tétis, on a des moussons beaucoup plus forts. Mais chose encore plus extraordinaire que montre cette figure, c'est que ça, c'est les grands changements de tendance, mais après, il y a
des changements qui sont plus dynamiques, qui sont liés à la précession des équinoxes, qui va moduler les précipitations. Et c'est ça que M. Brunet avait compris. Il avait compris qu'à partir de la fin du Miocène, vers 7 millions d'années, il commençait à y avoir avec une fréquence d'à peu près 20 000 ans, parce que j'y reviendrai là-dessus, c'est la précession des équinoxes, c'est à peu près 20 000 ans. Il avait compris que tous les 20 000 ans à peu près, toute cette zone d'Afrique du Nord était extrêmement humide et correspond à exactement l'exemple qu'a donné François-Marie tout à l'heure, ce qu'on appelle dans l'imaginaire des gens le Sahara vert. Donc on a des Sahara verts tous les 20 000 ans, mais en fait on a une réorganisation du cycle hydrologique qui produit plein de trucs, qui produit le Sahara vert, qui produit un immense lac Tchad qu'on appelle le méga lac Tchad, tous les 20 000 ans, un lac Tchad qui fait à peu près la surface de la France. Donc des conditions complètement différentes. Et alors que tous les chercheurs, tous les paléontologues cherchaient à l'est du Rift, voilà que Michel Brunet cherche à l'ouest du Rift. Là, on n'a trouvé rien. Et il cherche dans la région du Tchad parce qu'il sait que tous les 20 000 ans, pendant quelques milliers d'années, cette région est parfaitement habitable. On trouve des crocodiles en Libye, enfin, c'est un autre monde. Et effectivement, la diapo suivante, il trouve d'abord il trouve d'abord Abel à 3,6 millions d'années, et il trouve enfin Toumaï à 7 millions d'années. Et pourquoi? Pas parce que c'est la diapo suivante, parce que en fait, ces zones qui nous paraissent complètement inhabitables aujourd'hui, qui sont très difficiles, elles étaient complètement différentes, et elles sont complètement différentes tous les 20 000 ans. Et comme c'est tous les 20 000 ans, on est relativement bien renseigné, parce que le dernier épisode de Sahara vert, c'était il y a 10 000 ans. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce caractère évolutif entre un état très sec et très humide, donc des énormes variations. Et la diapo suivante, elle vous montre qu'effectivement, ces évolutions, ces changements très radicaux sont tout à fait périodiques et avec une périodicité de 20 000 ans. Enfin, la dernière diapo, on va passer au troisième temps de la valse. C'est un travail que j'ai fait avec une étudiante où on se dit, bon, bah, d'accord, on a un mégalac Tchad, des conditions propices à la vie, et donc on trouve Abel et Toumaï. Tout ça est tout à fait cohérent, mais encore faut-il que le mégalac Tchad dure des milliers d'années, c'est-à-dire une grande partie du cycle. Et donc cette recherche-là a montré qu'effectivement, pendant 6 à 7 000 ans, sur 20 000 ans de cycle, ces zones sont arborées et qu'on peut tout à fait, quand on est un australopithèque moyen, vivre dans ces conditions-là. Bon, on va laisser les australopithèques, on va remonter, et maintenant on va s'intéresser au troisième temps naturel de la valse, sur lequel je vais être assez court, parce que je pense qu'on en a déjà parlé un peu dans d'autres conférences, ce qu'on appelle le quaternaire. Et en fait, je vous parle de temps de la valse, il ne faut pas que vous ayez l'idée que c'est quelque chose de séquentiel. Il faut penser à ça comme des poupées russes. Évidemment, le milliard d'années, dans le milliard d'années est emboîté les centaines de milliers d'années, millions d'années, puis les dizaines de milliers d'années, puis le temps de l'homme. C'est vraiment des poupées russes. Donc, les paramètres orbitaux, ils ont existé de tout temps. Ils correspondent à une seule chose, c'est très physique et très astronomique, c'est le fait que, je vous ai dit que le Soleil est notre principal pourvoyeur d'énergie. Il se trouve que, pour des raisons astronomiques, la Terre ne reçoit pas toujours la même quantité d'énergie du Soleil au sommet de l'atmosphère. Pourquoi? Pas parce que la Terre, elle tourne, elle fait une ellipse, une trajectoire elliptique, dont un des foyers est le Soleil, et cette ellipse, elle se déforme. Elle se déforme avec une fréquence principale de 400 000 et 100 000 ans. Là, vous avez bien compris, on ne parle plus de milliards, de dizaines de millions d'années, mais de dizaines de milliers d'années. Donc, 100 000 et 400 000 ans. L'obliquité, dont je vous ai dit qu'elle était rigidifiée par la Lune, c'est vrai, elle évolue dans une petite fenêtre de 22 à 24,5 degrés. Donc, elle bouge quand même un peu, et ça, avec des fréquences de 40 000 ans. Et enfin, la Terre n'est pas toute ronde. En fait, elle a un bourrelet équatorial, et ce bourrelet équatorial correspond à une précession comme une toupie, qui, elle, varie à des échelles de 20 000 ans. Donc, de tout temps, pendant la plupart de l'histoire de la Terre, on a eu ces variations d'énergie entrantes dans le système qui, évidemment, ont un effet. Il se trouve que pour des raisons paléogéographiques, la position des continents telle qu'elle est et la baisse du CO2, surtout la baisse du CO2, ça a fait que ces variations-là ont une influence complètement considérable. Quand il n'y a pas de continent en position polaire, il n'y a pas de calotte de glace. Quand il y a du CO2 trop fort, il n'y a pas de calotte de glace. Mais là, on a 2 calottes de glace. Et la diapo suivante, ça va vous montrer un peu comment ces paramètres orbitaux ont vraiment modulé, shape en anglais, donné la forme des variations climatiques du dernier million d'années. Là, vous voyez 2 personnages qui ont été vraiment fondamentaux dans cette histoire. Vous savez que dans les années 80-70, en pleine guerre froide, la science continue. Et en pleine guerre froide, les Américains veulent aller sur la Lune, les Russes aussi d'ailleurs, mais les Russes aussi, ils veulent percer la plateforme de glace de Vostok.
Ça, c'est un truc technologique. Et Lorius et Jouzel comprennent que ça, c'est un trésor extraordinaire du point de vue de ce qu'on peut apprendre sur le climat, parce que, contrairement aux carottes marines, aux carottes continentales, là, on va avoir des bulles. Donc, on va avoir la trace directe du contenu atmosphérique. Et ça a été extraordinaire. Ils ont appris à parler un peu russe, à boire de la vodka, et ils ont été sur le terrain, et ils ont analysé avec les Russes ces carottes, et ça a donné les papiers de 87 où on montrait qu'effectivement, à chaque fois qu'on était en phase glaciaire, on avait moins de CO2. Et, voilà. Et la diapo suivante, ça vous montre, je vais assez vite, mais le résultat principal, c'est qu'à cause de ces paramètres orbitaux, depuis 1 million d'années, en gros, le climat, c'est quoi? C'est 80% du temps des phases glaciaires avec 4 calottes de glace, pas 2 comme aujourd'hui, 2 autres calottes de glace, une qui s'appelle la Laurentide et une qui s'appelle la Phénoscandienne. C'est des énormes calottes de glace. Le niveau marin auquel ça correspond, ces calottes de glace, c'est 120 mètres. Si vous imaginez que le Groenland disparaît, c'est 7 mètres, tout l'Antarctique, c'est 50 mètres, donc c'est vraiment énorme. Donc ces calottes de glace mettent 100 000 ans à culminer, elles se déglacent en 10 000 ans, et on entre dans ce que nous on connaît, ce dans quoi on vit, un interglaciaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est la courbe qu'on appelle la courbe de Vostok, qui correspond à ces enregistrements, où on a montré à la fois les températures et le CO2, et ça montrait la très forte corrélation qu'il y avait entre ces deux choses-là. Alors, là, je vous montre un truc qui est un peu spectaculaire, mais c'est juste pour vous montrer un transitoire. Je vous montre le fait qu'avec ces deux seuls facteurs, je prends simplement la variation de CO2 et, d'autre part, les paramètres orbitaux, c'est mes deux seules variables. J'utilise un modèle de climat et de calotte, et je suis obligé, malheureusement, pour faire ça, d'utiliser un modèle de climat un peu simplifié, parce que je vais vous montrer une simulation sur 100 000 ans. Donc là, ce que vous allez voir, c'est le dernier interglaciaire, il y a 115 000 ans. Donc là, on voit la Terre du haut, donc vous voyez des choses que vous reconnaissez. Donc vous voyez le Groenland, il y a à peu près 130 000 ans, 115 000 ans, je ne me rappelle plus exactement où ça commence, le précédent interglaciaire. Et puis ça décrémente jusqu'à nous. Et vous allez voir comment les deux modèles arrivent à calculer l'évolution des calottes de glace, à la fois la Laurentide, qui est donc sur l'Amérique du Nord, et la Phénoscandienne. Donc la Laurentide, il faut savoir que c'est quand même une calotte de glace qui fait 3500 mètres, qui enfonce le socle rocheux canadien d'à peu près 800 à 1000 mètres. Donc c'est vraiment un monstre. Et en plus, c'est un monstre qui est instable. C'est ce dont vous parlez tout à fait à la fin, François-Marie, de son exposé. C'est une calotte qui est capable, par débâcle de temps en temps, de lâcher les icebergs et de changer complètement le climat de la Terre. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on arrive à reproduire à peu près correctement ce que c'est qu'un cycle glaciaire. Donc un cycle glaciaire naturel, comme on en a depuis 1 million d'années, c'est un cycle qui bat à 100 000 ans avec construction de calottes de glace. Et ça, c'est tout à fait lié aux paramètres orbitaux. Pourquoi? Parce qu'à peu près tous les 100 000 ans, à 65 degrés nord l'été, eh ben, il ne fait pas suffisamment chaud, il n'y a pas assez d'énergie qui rentre dans le système pour que la neige qui est tombée l'hiver fonde l'été. Donc on a une accumulation, et cette accumulation ensuite s'enchaîne et s'amplifie par changement d'albédo, et ça donne ces énormes calottes de glace. Et ça dure à peu près 80 à 100 000 ans. Voilà, donc là, je ne parle pas tellement plus de ce troisième temps de la valse, parce que j'ai plein de collègues qui peuvent le faire beaucoup mieux que moi, et que je voudrais rentrer dans le dernier temps de la valse, qui est le temps de l'homme. Donc, au bout de ce voyage, parce qu'on arrive quand même au bout, on arrive au quatrième temps, c'est le temps le plus fulgurant. Maintenant, on ne parle plus de milliards, de millions, de milliers, de centaines de milliers d'années, on parle de siècles. On parle juste de siècles, et souvent les gens ils pensent que... Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, on parle d'un quatrième facteur forçant climatique. On parle du fait que l'homme, en brûlant du combustible fossile, s'est hissé au rang de facteur forçant du changement climatique, tout comme le Soleil l'est à l'échelle de milliards d'années, la tectonique à l'échelle de dizaines de millions d'années, les paramètres orbitaux à l'échelle de centaines de millions d'années. Et bien l'homme, à son échelle à lui, une échelle fulgurante, l'est et va l'être sur plusieurs centaines d'années. Alors ça a déjà commencé, là je vous montre les résultats de la R5 parce que de ce point de vue-là c'est bien, parce que ça montre ce que je veux montrer. On y est déjà, c'est-à-dire que le changement climatique il n'est pas devant nous, il est devant nous, mais il est aussi déjà derrière nous un peu. Et c'est ça aussi qui permet de valider nos modèles hein, et de savoir qu'il ne nous manque pas un truc très important, parce que pour expliquer ce qu'on voit, il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est les gaz à effet de serre. Hein.
Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas de phénomène manquant, il n'y a pas d'option B. Et donc, on peut savoir des choses rien que parce que ça a déjà commencé à bouger. Donc là, ce que vous voyez, c'est que ça a commencé à bouger, la température globale a augmenté d'1 degré à peu près maintenant, à 1,2 degré, le niveau marin est monté d'à peu près 20 cm global. La diapo suivante, c'est juste pour vous dire que maintenant, tout ce dont je vais vous parler pour les 5 ou 10 diapos qui restent, ce n'est pas de l'histoire de la Terre avec des données qui nous permettent de savoir, c'est de projection. Donc dès qu'on parle de projection, on ne sait plus. On dépend déjà uniquement des scénarios. Donc ce qui est très important, c'est de valider ces modèles. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque la conférence juste avant, c'était là-dessus. Donc de savoir quelle confiance on peut avoir. Et là, je vous montre juste 2 résultats. Le premier, c'est qu'ils sont importants par rapport à ce que je vais dire après. Sur les grandes tendances, tous les modèles s'accordent évidemment pour dire que ça va se réchauffer. À l'échelle de la fin du siècle, de combien? Là, sur l'AR5, l'AR6 c'est un peu différent, mais c'est à peu près pareil. Vous voyez que suivant qu'on va gérer, c'est-à-dire des scénarios qu'on appelle SSPP 1.9 ou 2.6, par rapport à des scénarios 8.5, où on ne gère pas, il y a des grosses différences. Donc si on ne gère pas, on va se retrouver à la fin du siècle avec une Terre sur laquelle la température globale pourrait être de 4 degrés supérieure. Ça, c'est une Terre qui est relativement invivable. Si on gère, on peut maintenir à 2 degrés l'augmentation de température. Pareil pour le niveau marin. Si on gère, on pourra rester confiné à 50 cm. Si on ne gère pas, ça pourrait être 1 mètre, voire plus. Alors, maintenant, la diapo suivante, et ce sera la seule chose que je dirai sur les tendances globales. Après, je vous montrerai autre chose pour terminer. Donc là, vous voyez 4 globes. Alors, ça va être très marrant, parce que moi qui ne vois pas, je vais regarder si vous avez une bonne vue. Donc, sur le diapo du haut, vous voyez les températures fin du XXIe siècle, moins les températures début du XXIe siècle. C'est une figure du rapport du GIEC d'AR5, elle est très bien cette figure. Et vous voyez en fait que le réchauffement est structuré en latitude, pour les raisons que François-Marie a expliquées, très bien expliquées. Et donc, quand on dit qu'une Terre se réchauffe à 3 ou 4 degrés, en fait, ça correspond à plutôt 1 degré à l'équateur, et puis 7 ou 8, voire 10 dans les zones polaires. Donc là, vous voyez 2 scénarios, un scénario où on maîtrise, un scénario où on ne maîtrise pas. Pour ceux qui ont une mauvaise vue, concentrez-vous sur la boule du haut, qui est le RCP 8.5, où il y a beaucoup d'effets. Est-ce que vous voyez que les continents se réchauffent comme les océans? Si vous voyez que les continents se réchauffent moins que les océans, allez chez votre ophtalmo. En fait, vous devriez voir que les continents se réchauffent plus vite. Pourquoi? C'est très simple. Les océans, on les chauffe, ils évaporent. C'était très bien expliqué par François-Marie. Ils évaporent, donc ils dissipent de l'énergie qu'on leur donne. Les continents, ils aimeraient bien faire pareil, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas, comme les océans, une possibilité infinie d'évaporer. Donc ils se réchauffent plus fort. Et ensuite, vous voyez que c'est structuré en latitude. Pourquoi? Parce qu'à l'équateur, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de changement d'albédo, il n'y a pas de rétroaction qui vont rendre le réchauffement encore plus grand. Donc jusque-là, pas de problème. Regardez maintenant les 2 boules d'en bas. Alors là, exactement comme François-Marie l'a expliqué pour les précipitations, c'est vachement plus compliqué. Et en fait, cette structuration dont je vous ai parlé en température, elle est dans la R5, elle est donnée par plein de modèles extrêmement sophistiqués, mais on peut la capturer relativement bien avec des modèles plus simples. Par contre, la distribution des changements sur le cycle hydrologique, sur les précipitations, elle est beaucoup plus difficile. Et donc, vous voyez qu'en fait, comme l'a dit François-Marie, il y a un truc qui est très facile à voir, c'est que vous chauffez, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère est plus humide. Ça, c'est clair. Mais la façon dont ces précipitations vont se répartir à la surface, c'est beaucoup, beaucoup moins clair. Et donc, si vous me réinvitez, vous réinvitez quelqu'un d'autre, ou peut-être vous avez déjà eu un très bon cours sur ça, mais la répartition des changements du cycle hydrologique sur les continents, c'est quelque chose d'assez compliqué, sur lesquels on a pas mal d'incertitudes, et aussi des certitudes, en particulier sur le bassin méditerranéen. Mais maintenant, je vais vous montrer ce qu'un gars comme moi, qui fait de la paléo, donc qui regarde des choses avec une certaine distance, peut faire dans ce cadre-là. Là, ce que vous voyez, c'est... c'est très bien. Là, ce que vous voyez, c'est la dernière déglaciation. Ce n'est pas très loin. C'était il y a 20 000 ans, les calottes de glace ont disparu. Et là, ce que vous voyez, c'est la remontée du niveau marin en fonction du temps. Et là, vous voyez très clairement qu'une calotte de glace, ça ne fond pas comme une glace au soleil. Une calotte de glace, c'est très non linéaire. Il va y avoir des phases extrêmement rapides, où la calotte de glace va perdre énormément, et donc le niveau marin va monter énormément, et des phases de stase où ça va beaucoup moins bouger. Ça, c'est vrai tout le temps. Donc il n'y a aucune raison que nous, on fasse différemment. On est en train de chauffer énormément, très très rapidement, les calottes de glace vont fondre. Alors, il y a une fonte qu'on observe, qu'on mesure, et d'ailleurs qui s'accélère.
Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe si la réaction non linéaire se produit dans le siècle. Ce qui est peu probable, comme l'a dit très justement, très peu probable, comme l'a dit très justement François-Marie. Mais si par exemple, la calotte de glace du Groenland, qui fait un équivalent de 7 mètres de niveau marin, je vous l'ai dit, perd 0,5 à 1 mètre en 50 ans. Et ça, c'est un scénario extrême, mais c'est un scénario qui, dans la paléoclimatologie, s'est produit. Donc, c'est intéressant de le regarder. Ça s'est produit avec la Laurentide, pas avec la Groenland, parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible. Mais maintenant qu'on peut le faire avec le Groenland, regardons. Donc, la diapo suivante, c'est méthodologie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le scénario du GIEC le pire, le RCP 8.5, entre parenthèses le pire, mais pas déraisonnable au vu de ce qui se passe, et on a ajouté de l'eau douce au sud du Groenland pour simuler une perte de calotte de glace importante au Groenland. Donc on a fait plusieurs expériences, une qui correspond à 0,5 m de perte, une à 1 mètre, 1,50 m et 3 mètres en 50 ans. Donc on ouvre un robinet et on regarde ce qui se passe. Donc la dernière diapo scientifique, elle est là, c'est la dernière diapo, après ce sera plus facile, il y en a plus que quelques-unes. Et vous voyez là des choses qui sont assez compliquées, donc je vous l'explique. D'abord, il faut regarder, quand on fait une expérience comme le GIEC, où on monte le CO2 et on regarde ce que ça donne sur les moussons. C'est très compliqué pour la mousson africaine. Le signal n'est pas vraiment hyper clair, il est assez régionalisé. Depuis l'AR5, on a fait des progrès, mais avant, vous voyez qu'on avait un peu de tout. La mousson africaine, quand on monte le CO2, quand on fait une expérience anthropocène, elle peut augmenter, diminuer, puis régionalement, c'est différent, c'est compliqué. Par contre, quand on met de l'eau douce au Groenland, eh ben là, on effondre la circulation thermohaline, et du coup, on change les cellules de Hadley, et on change surtout ce qu'on appelle l'ITCZ, c'est-à-dire qu'en fait, on touche directement la mousson africaine. Et donc, ce qu'on montre, c'est que dans ce type d'expérience, où on a une fonte accélérée du Groenland, on va rendre le Sahel juste invivable, parce que les précipitations vont énormément diminuer. Et c'est la figure de droite. Ce qu'on montre, c'est qu'on ne peut plus cultiver le sorgho et le maïs, trop chaud, pas assez de précipitations, et du coup, ces zones vont devenir inhabitables et vont conduire à des migrations. Ce que vous voyez sur la courbe B, c'est les migrations telles qu'on peut les calculer avec une population de 2011, et la courbe C, c'est avec la population qui existera en 2050 d'après les démographies qu'on prend en compte dans l'IPCC. Donc, la chose importante à comprendre ici, c'est que les tendances sont celles que je vous ai dites. S'il y a des événements extrêmes comme une fonte accélérée du Groenland, ça peut conduire à un truc qui est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que vous vous dites, les calottes fondent, donc la bassine monte, le niveau marin monte. Oui, c'est vrai, mais si c'est trop rapide, ça touche les moussons. Si ça touche les moussons, ça déstabilise des gens qui ne sont pas au bord des côtes. Des milliards de gens qui vivent sur la mousson, et donc ça conduira à des migrations continentales. Donc ça, c'est important de savoir que ça peut se produire, même si c'est un scénario à beaucoup de risques et à faible probabilité. Maintenant, la diapo suivante, c'est on oublie ça et on s'intéresse juste à savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les zones qui sont vulnérables à 0,5 m et 2 mètres de niveau marin. Et vous voyez là que, manque de bol, les zones les plus vulnérables, c'est les zones aussi les plus peuplées. Donc certaines îles vont disparaître, évidemment, les îles basses, dans ce contexte-là, mais surtout, vous voyez qu'il y a des zones qui vont perdre beaucoup. Effectivement, le Vietnam perd 20% de sa superficie, par exemple, dans ce contexte-là, avec une augmentation du niveau marin à 2 mètres, le Bangladesh énormément, et même l'Inde beaucoup, régions qui sont extrêmement peuplées. Donc, on arrive à la fin de l'exposé, vous avez fait un grand voyage, vous pouvez vous dire, ah bon, d'accord, imaginons que, malgré tout ce qu'on essaie de faire, François-Marie, moi et plein d'autres gens, on ait une trajectoire complètement hallucinante de notre gestion de l'énergie. Finalement, le passage de l'homme et la combustion fossile, ce sera comme un grand feu d'artifice. On aura mis, pendant un laps de temps extrêmement court, je vous le redis, l'Anthropocène, son caractère inédit, il est aussi lié à ça, il est surtout lié à ça, c'est à la fulgurance du changement climatique. Donc c'est comme un grand feu d'artifice. On fait cette expérience mondiale, d'accord, on l'a fait dans quel contexte? C'est le diagramme du bas, on l'a fait dans un contexte où, comme je vous l'ai dit, l'histoire de la Terre, on a un moment de froid. Il y a des calottes de glace. Ces calottes de glace, on va les faire fondre inéluctablement, en partie évidemment. Or, la diapo suivante, c'est l'autre caractère inédit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour la Terre, il n'y a que des risques pour l'humanité et son environnement. Et là, ce que vous voyez, c'est où est la population? La population, elle est massivement, aujourd'hui comme demain, près des côtes. Et donc, on arrive à la fin de l'exposé, ça veut dire quoi, ça? Et c'est un seul aspect des choses. Moi, je m'intéresse beaucoup aux relations climat-calotte. Ça veut dire que
inéluctablement, certaines îles basses vont disparaître. Et ça, on ne pourra pas le changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine inertie dans la fonte des calottes de glace qui fait que même si demain on arrêtait d'émettre, on aurait quand même une élévation du niveau marin pendant un certain temps. La bonne nouvelle, je peux passer sur les conclusions assez rapidement pour ceux qui s'étaient endormis dès la première minute. Il y a 4 facteurs forçants. À l'échelle du milliard d'années, la chose importante, c'est l'évolution de la luminosité solaire. À l'échelle de la dizaine de millions d'années, ça se traduit par plein d'aspects, c'est la tectonique des plaques. À l'échelle de ce qu'on vit là, de centaines de milliers d'années, ce qu'on a vécu depuis au Quaternaire, là où s'est développé en gros l'homme, l'Homo sapiens, c'est des cycles glaciaires interglaciaires qui sont pilotés par les paramètres orbitaux. Le caractère inédit, il vient, je vous l'ai dit, premièrement de la fulgurance, deuxièmement du fait qu'il faut gérer 8 milliards d'hommes et un environnement relativement satisfaisant. Donc on peut passer à la dernière diapo. La dernière diapo, c'est pour terminer par une touche positive. Voilà, on sait plein de choses. François-Marie, avec tous ses cours, avec tous les gens qui l'ont invité, ils vous ont montré qu'on sait plein de choses. Donc l'avenir, il est un peu dans notre main. Moi, comme je travaille sur des grandes échelles de temps, j'ai illustré ça par le fait qu'on a un gros cerveau. On a un gros cerveau qui nous permet de faire des modèles, comme François-Marie l'a montré. Je pense qu'il y a d'autres cours où il vous a peut-être montré aussi ce que des extraordinaires instruments qu'on envoie sont capables de nous dire. Donc on est parfaitement informé. Donc la seule question qui vaille maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va changer. Voilà, je vous remercie. Il y a une dernière diapo qui consiste à remercier François Ier, le Collège de France, qui permet à des gens, sans payer un rond, de venir écouter des conférences qui sont parfois très intéressantes. Et par contre, j'ai absolument rien à voir, je ne le savais pas, avec le mécénat de Total Energy. Enfin, pour ceux que ça intéresse, si vous n'avez pas du tout aimé cette conférence, je vous déconseille de lire Voyage à travers le climat, qui raconte un peu ça, et qui a un 13e chapitre qui explique même comment ça va se terminer sur le prochain milliard d'années. Ça peut être intéressant si vous vous investissez. Le deuxième, vous pouvez le lire dans les transports en commun. Je l'ai fait avec Sylvestre Huet. C'est vraiment un livre qui se veut très, très accessible. Ça s'appelle 100 questions pour le climat. Et si vous êtes réfractaire à toutes sortes de lectures, on a fait aussi un podcast qui s'appelle Le climat en question. Voilà, je vous remercie beaucoup.